Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Quand on parle d'opéra, on pense Verdi, Mozart ou Wagner, mais plus rarement à des compositeurs d'aujourd'hui. Il faut dire que si la Traviata ou la Flûte enchantée font presque toujours salle comble, les opéras contemporains ont parfois du mal à trouver leur public. L'opéra serait-il donc voué à rester figé dans le passé ? En 2014, Stéphane Lissner prend la direction de l'Opéra de Paris et il lance un cycle de création mondiale d'opéra inspiré de la littérature française. Il sollicite alors le compositeur suisse Michael Jarel qui lui propose de revisiter la tragédie classique en adaptant Bérénice de Racine. Et c'est mon invité du jour, le chef d'orchestre Philippe Jordan, qui est chargé de diriger ce tout nouvel opéra lors de sa création en 2018 à l'Opéra Garnier. Dans la carrière de Philippe Jordan, Bérénice occupe une place à part. D'abord parce que c'est une œuvre qui mêle orchestre classique et sonorité électroacoustique, mais surtout parce que c'est la première et à ce jour la seule création d'opéra qu'il a entièrement dirigée. Dans ce nouvel épisode de Works, Philippe Jordan évoque cette expérience unique et très inhabituelle pour un chef d'orchestre de travailler avec un compositeur vivant. Il raconte le fascinant processus de création d'un opéra et il s'interroge sur la place de la musique contemporaine dans l'art lyrique aujourd'hui. Pourquoi si peu d'opéras contemporains sont-ils repris après leur création ? Une bonne histoire fait-elle forcément un bon livret d'opéra ? À quand le prochain grand opéra populaire ? J'ai rencontré Philippe Jordan au premier jour du déconfinement dans un opéra Bastille quasi désert. J'ai trouvé un chef d'orchestre privé de son orchestre et coupé du public parisien avec lequel il entretient une relation très forte depuis qu'il a été nommé directeur musical de l'Opéra de Paris en 2009. Et on peut imaginer à quel point l'attente des retrouvailles était pesante pour cet homme passionné et hyperactif. Dans ce contexte, revenir avec lui sur la création de Bérénice fut un moment un peu hors du temps. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast produit par Cult Media en partenariat avec l'Opéra de Paris. En 2018, pour moi, c'est vraiment le moment de faire une création. Commencer une saison, c'est toujours il y a quelque chose de magique. Quand une maison reprend et quand il y a tout le monde reposé quelque part, il y a une créativité énorme. En plus, il fait encore beau, c'est septembre, fin août, septembre. On revient normalement des vacances. Moi, je revenais de Bayreuth et j'ai dirigé une reprise de Tristan et Isolde, qui est aussi, disons, la création par excellence quelque part. Ouais. Quand on a décidé de faire une création, on a discuté bien sûr quelle œuvre, quel sujet et bien sûr pour moi comme chef d'orchestre, quel compositeur. Alors Stéphane Lissner a envisagé plusieurs compositeurs pour les créations et c'est lui qui m'a tout de suite proposé Michael Jarel que je connaissais de nom mais pas vraiment sa musique. Et bien sûr, avant de me lancer dans un projet, je me suis informé, on m'a envoyé des partitions de lui, on m'a envoyé des CD, notamment Cassandre. Et ça m'a beaucoup impressionné parce que déjà Cassandre aussi, c'est un sujet antique et aussi donne un peu l'atmosphère de théâtre. Et il y avait un côté magique dans l'orchestration qui m'a plu, quelque chose de sensuel, quelque chose de émotionnel, quelque chose qui est bien sûr à l'air complexe, mais aussi quelque part une sonorité accessible à un public, une sonorité qui parle aussi, surtout qui est mélangée avec des éléments électroacoustiques. Et j'étais assez vite d'accord de me lancer dans ce projet. Après, il y a aussi l'idée de tout dans le projet. C'est pas que le compositeur. L'idée de Bérénice, un sujet antique, le texte Racine m'a beaucoup parlé. Peut-être j'ai un peu regretté après que j'ai pas assez lu le livret, mais en lisant, avec le savoir que j'ai maintenant, j'aurais dit faites attention, c'est un sujet qui est vraiment pas très dramatique.
C'est vraiment quelque chose de psychologique, d'intérieur. Et apparemment, déjà à l'époque de Racine, c'était déjà très critiqué qu'il ne se passait pas grand-chose. Et maintenant, surtout avec l'expérience, je crois, la majorité des créations qui n'ont pas de grand succès ou qui ne restent pas très longtemps pour l'éternité, c'est pas vraiment la musique, c'est très souvent les livrets. En parlant de l'opéra, il faut être vraiment, vraiment, vraiment certain quel sujet on prend. Bon, après ça, c'était Michael Jarel, c'était le grand sujet de Bérénice Racine, c'était moi, directeur musical, qui s'en occupe, c'était Barbara Hannigan, qui était engagée avec Bosco Fuss, alors, et surtout Klaus Guth aussi, hein, qui était très impliqué dans ce projet, qui je voyais très bien dans ce... Alors, c'était un tout, et c'est ça qui m'a fasciné de me mettre dans ce projet. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre moi et Michael Jarel dans la création. Et c'est très simple parce que c'est un processus de compositeur. Il faut le laisser seul. Hein, c'est lui qui choisit. S'il a voulu, il aurait pu me demander des conseils, des choses comme ça, etc. Mais là, je crois, c'est vraiment un processus intime qu'il a besoin lui-même. On s'est rencontrés assez vite une fois que j'étais d'accord de faire ce projet avec lui, que sa musique m'a parlé. Moi, j'imaginais plutôt un petit orchestre pour une œuvre très intime comme Bérénice. Mais à la fin, il a vraiment mis un très grand orchestre que j'ai aussi dû discuter avec lui sur les dimensions acoustiques dans la fosse de Garnier, pour les voix, etc., pour faire attention, etc. Mais c'était des échanges de temps en temps. La langue dans l'opéra, c'est la base d'approcher un opéra. C'est primordial parce que c'est la langue qui est chantée et c'est la langue qui fait le son chanté et le son chanté se met dans le son de l'orchestre. C'était un défi pour moi, mais aussi surtout pour les chanteurs, de travailler avec la façon comme Michael Jarel a traité le français. Et même moi, comme Suisse, qui n'est pas francophone du tout, hein, tout d'abord, c'était une façon de traiter la prosodie française d'une façon très, très particulière. Je vous donne un exemple. Hein. Très souvent, les accentuations chez Jarel sont sur la première syllabe. Alors, monsieur, vous n'êtes pas parti. Ouais, c'est plutôt... Et c'était très bizarre. Mais en même temps, on a accepté parce que c'était vraiment aussi c'est très, très constant sa façon de traiter. Au départ, on dirait c'est un peu maladroit, mais j'ai compris très vite que c'était une façon très constant, peut-être pour donner un peu de distance. La façon d'aborder cette partition, ou toujours avec les créations, c'est très particulier. Pour une raison, on ne sait pas comment ça sonne. On ne sait pas. Parce que même avec toute la connaissance, peut-être des grands spécialistes peuvent s'imaginer les sonorités quelque part, mais moi, comme chef d'orchestre, j'arrive à lire une symphonie de Brahms ou quelque chose de classique, même si je ne connais pas, on arrive à entendre quelque part, mais pas une partition de création. Et en plus, ce qui est toujours compliqué aussi, c'est la partition arrive très tard, normalement, pour une création. Et dans le cas de Jarel, on a eu vraiment de la chance. 6 mois avant la création, on avait la partition, ou la majorité. Et là, comme chef, je travaille comme sur toutes les autres partitions. Je fais une analyse sur la partition. Normalement, je analyse couche par couche.
Première couche, c'est la forme. Deuxième couche, c'est le tempo. Troisième couche, c'est comment je bats la partition. Après, je vais sur les chanteurs et après, je vais sur l'orchestration. Et c'est pas que dans la création, c'est aussi dans chaque opéra comme ça. Sauf que ça, ce système m'aide beaucoup à entrer, de me plonger dans la partition de plus en plus sans me perdre dans le détail au début. Sinon, on s'arrête jamais. Et c'est là où commencent les répétitions. Et ça, c'est très, très important. Alors, la sixième couche, c'est les répétitions avec les chanteurs sur le piano. On travaille séquence par séquence et peut-être encore les 2 dernières musicales avec les chanteurs. On essaie de filer pour avoir une vue globale. La septième couche, c'est les mises en scène, où les chanteurs travaillent avec la mise en scène, où j'essaie d'y aller le plus souvent que possible. Et la huitième couche, c'est l'orchestre. Disons, j'ai une lecture avec l'orchestre, le matin avec les cordes, et l'après-midi, je fais la même chose avec les vents et la percussion. Et puis, on refait avec tout l'orchestre. Puis, il y a les italiennes, les chanteurs avec l'orchestre. Après, il y a scène orchestre avec les chanteurs et la mise en scène et l'orchestre sur le plateau. Et à la fin, c'est la pré-générale et la générale. Alors. Mais comme ça, vous voyez, c'est peu à peu comme faire un puzzle pour décoder la partition. C'est vraiment couche pour couche, étape pour étape, d'un côté, d'un autre côté, et tout d'un coup, on commence à avoir une image globale. Michael Jarel était présent tout le temps pendant les répétitions. Chaque répétition musicale, chaque répétition de mise en scène, tout le temps, chaque répétition d'orchestre, qui me rassurait beaucoup parce que dès qu'il y avait une question, il était là. Il était très, très fort sur l'orchestration. Il demandait beaucoup d'effets différents à l'orchestre et il pouvait donner des réponses tout de suite. Alors, c'était très bien de l'avoir. C'est un des compositeurs qui savent exactement ce qu'ils veulent. Dès qu'il y avait un moment où j'étais un peu trop vite ou un peu trop lent, il a dit « Ah oui, tu peux faire attention, là j'aimerais bien avoir un peu plus lent ». Michael, il sait ce qu'il a écrit. Alors, il ne laisse pas beaucoup de liberté à réaliser une partition qui est aussi une chose agréable pour nous parce qu'on sait qu'on doit faire. On pouvait discuter des choses avec lui, mais il restait quand même sur ce qu'il voulait. J'étais étonné à quel point il savait ce qu'il voulait dans la partition. Sauf, il y avait une chose à la fin de l'opéra où j'ai dû défendre sa partition devant lui-même. C'était très drôle. Je lui ai dit, Michael, ce que j'aime dans ta partition, il y a dans l'effet Racine quelque chose de très théâtral et très direct, quelque chose de sec quelque part dans la partition. Et juste à la fin, où elle s'en va, j'ai vu dans ta partition quelque chose qui est sec et tout ça. Oui, mais ça va. Il m'a dit, ça va pas. Et j'ai dit à tout le monde, franchement, là, vous avez tous tort. Et il était en train de réécrire la fin parce que ça marchait pas. Bon, à la fin, on a fait un compromis tous ensemble. Mais c'était drôle de dire, Michael, depuis tout mon travail, je défends ce que dit le compositeur qui est mort depuis des centenaires devant les metteurs en scène. Et là, j'ai un compositeur vivant que je dois défendre parce qu'il cède à la situation. Bon, c'est toujours un peu un problème à la fin des répétitions finales que la musique commence à tourner en boucle dans la tête, surtout dans la nuit. Et je vous assure, c'est très fort. Et j'aimerais bien trouver le bouton, comment régler le volume dans ma tête. Et c'est surtout dans une création, bien sûr, parce que c'est des sonorités qui commencent à s'évoluer. Avant, c'est quelque part une imagination dans la tête. Après, c'était chanté et joué par un piano. Après, c'était une flûte. Après, c'était tout un orchestre. Après, c'est tous ensemble. C'est un son qui se développe. Alors, l'inconscient doit travailler dans la tête et c'est surtout dans la nuit où on l'entend beaucoup. Pourtant, je dirais que cette musique
ne m'a pas dérangé tellement parce que, sauf la fin, où je dirais, il y a des lignes sublimes dans son adieu. C'est pas une partition, j'ose dire, pas une partition émotionnelle à première vue. Si c'est une musique émotionnelle, ça tourne encore plus. Ça, c'est peut-être une musique très théâtrale, bien sûr avec des émotions, mais basée sur du théâtre très clair ou théâtre classique. Et une musique aussi de situation qui travaille plutôt comme ça dans la tête que sur des lignes d'émotion. Disons, l'émotion dans la partition de Jarel, c'est dans la sonorité orchestrale, moins dans le chant. Pour un opéra, peut être un problème, bon, disons comme ça. Je sais que c'est bien voulu de sa part, ça je suis certain, mais l'émotion se transmet pas tellement par la voix que par l'orchestre. Le public, l'attention était très grande parce que c'était début de saison, c'était une création avec justement Michael Jarel, Barbara Hannigan, Bo Skofus, une mise en scène de Klaus Guth, le directeur musical qui dirige, voilà. Il y avait une grande attention et on voyait vraiment tout Paris, mais en même temps aussi la musique contemporaine française dans la salle, quelque part. Il y avait vraiment là une attente forte. Ce qui est très souvent, c'est là où on se rencontre, où cette scène se rencontre. Et l'Opéra de Paris, c'est pas normalement la place pour la création. Oui, la mission, c'est de faire une création par année. On n'arrive pas tous les jours, mais on essaye. Et voilà, on sent cette attention. Et je dirais, le résultat était très fort, était très bien accueilli, surtout pour Michael. J'étais très content pour lui, mais aussi parce que c'était une mise en scène d'une beauté et d'une esthétique, un esthétisme magnifique. C'était vraiment, je trouve vraiment le contrepoint de cette musique qui a aidé à cette musique aussi, cette forme très claire, très classique de Klaus Guth, avec un décor du XVIIIe siècle, de la période de Racine, mais qui citait un peu l'Empire romain quelque part, avec des projections qui ont réfléchi des sonorités électroacoustiques de Jarel. Alors c'était un tout, c'était une image tout qui marchait ensemble. Et c'était très important pour cette partition, parce que comme très souvent dans la musique contemporaine et la création dans l'opéra, c'est pas la musique elle-même qui porte. Je suis très franc avec ça. J'écouterai pas moi-même, sauf si je dois travailler là-dessus, mais pas chez moi-même, un disque chez moi à la maison. Non. Pour moi, c'est le spectacle, le tout. Et c'est ça qui a marché vraiment bien ensemble. C'est une grande difficulté pour la musique contemporaine de s'établir au répertoire. Et c'est très simple. Et je vais pas me faire beaucoup d'amis quand je dis ça, mais c'est à ce que je crois. Parce que le public normal, qui n'est pas musicien, il n'a pas le vocabulaire musical pour comprendre cette musique. Et là, il y a un problème. Et après, il faut que le public et la musique contemporaine retrouvent un lien. Et je le vois très, très peu pour l'instant. Je vois une chance dans la musique de film, quelque part. Je crois pourquoi les gens qui n'ont aucun rapport avec la musique classique écoutent la musique d'un Hans Zimmer, par exemple, ou un John Williams, qui est joué avec un orchestre hyper classique et adore les sonorités. Parce qu'il y a des sonorités peut-être électrifiées, ça c'est une possibilité, électroacoustique, ou aussi, mais il y a des éléments très forts qui leur parlent. Et je crois qu'il faut qu'on amène la musique doucement dans ce sens-là, oui, sans
perdre de complexité, sans perdre de profondeur, de l'intellect, de l'intelligence, etc. Il faut que ça soit dedans. Mais il faut que la musique parle à l'âme. Et je trouve que la musique lyrique contemporaine doit être plus chantée. Je crois qu'elle est devenue trop instrumentale, mais aussi de trouver des livrets, des bons livrets qui marchent pour les théâtres. Comme on voit par exemple au Broadway, qui marche très bien. Ouais, c'est des sujets hyper modernes, hyper contemporains, mais qui parlent tout de suite d'une façon théâtrale, avec les moyens de théâtre. Et je crois la chance est quelque part là-bas. Cette création était importante pour moi, cette partition de Michael Jarel, parce que je crois que c'était même ma première création d'opéra que j'ai fait. Je me rappelle, j'ai assisté à Daniel Barenboim quand j'étais son assistant. En 1999, je crois, ouais, il a fait 2 créations. Et en principe, j'ai fait tout le travail pour lui parce que lui, il était très occupé. Alors, pour moi, comme assistant, c'était la chance de faire toutes les répétitions d'orchestre, tous les grands ensembles. Mais Bérénice, c'était vraiment en mon fonction comme directeur musical à l'Opéra de Paris, ma première vraie production comme création. Et c'était important de le faire, de l'avoir fait une fois en ma fonction à l'Opéra de Paris. Merci beaucoup à Philippe Jordan, qui quittera officiellement ses fonctions à l'Opéra de Paris à l'été 2021. Et on peut déjà parier qu'il manquera beaucoup au public parisien. Merci aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre. Catel signe les créations musicales et l'habillage sonore. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un bonus avec cet épisode. Philippe Jordan y raconte, étape par étape, la façon dont il travaille sur une nouvelle partition. Et c'est vraiment passionnant. À bientôt pour un nouvel épisode de Works à l'Opéra de Paris. En attendant, n'hésitez pas à vous manifester sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram.